Welcome. Bonjour. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. You're listening to the Dirty Feet podcast on the No More Radio Network. Nous sommes vos animateurs, Et animatrices, We are your hosts, Allison Burns. JD Papillon. et Stéphanie Morin-Robert. Listen in. Écoutez, We're gonna move you. Donc bonjour, on est ici à Dirty Feet pour pouvoir faire une émission sur le jam annuel de l'association Contact Improvisation ici à Montréal. Donc très intéressant pour moi de entamer un petit moment avec vous sur cette activité, sur l'association. Donc je suis ici avec Daniel Proulx et Stéphanie Gaudreault et je vais pouvoir vous laisser un petit moment à vous introduire à nos auditeurs. Donc, Stéphanie? Voilà. Alors, moi, je suis membre fondateur de l'association de Contact Impro et j'enseigne le contact depuis une bonne quinzaine d'années. Et aussi, je pratique, j'ai découvert l'approche en 92, donc j'ai 24 années d'expérience avec cette approche. Et aussi, récemment, j'ai créé un lieu en campagne dans les cantons de l'Est qui est orienté sur le contact improvisation, entre autres, et d'autres approches somatiques. Donc, c'est un lieu d'enseignement, de recherche et de développement de la personne. Voilà. Okay. Moi, c'est Daniel Proulx et j'ai commencé le contact improvisation il y a une dizaine d'années avec aucune formation en danse, là, comme le commun des mortels pourrait le faire. Et puis, j'ai tombé comme en amour avec cette danse-là et puis j'ai jamais arrêté depuis. Fait que j'ai participé récemment, il y a quelques années, je me suis introduit un peu dans l'organisation du jam annuel. Et puis, effectivement, ça ressemble beaucoup à ça. J'ai participé aussi à certains jams à l'extérieur de Montréal, aux États-Unis et au Canada. Alors, ça résume à peu près mon expérience là-dedans. D'accord. Donc, peut-être on devrait parler un peu initialement de l'association comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est l'association et pourquoi une association? En fait, l'association est arrivée à une époque où il y avait certaines personnes qui enseignaient, dont moi, puis Yves Léger. Et il y avait aussi les jams qui existent, les jams du dimanche qui existent depuis un siècle, je pourrais dire. En tout cas, au moins depuis les années 80. Okay. Moi, j'étais même pas là encore à ce moment-là. Et donc, il y avait des activités d'enseignement, puis il y avait les jams. Et à un moment donné, il a commencé à avoir un afflux de personnes qui venaient de plus en plus participer de façon régulière aux activités d'enseignement puis aux jams. Puis on s'est rendu compte que toutes les activités reposaient toujours sur les mêmes personnes. Donc, on s'est dit... ce serait le fun parce que le jam annuel, c'est une activité qui demande beaucoup d'énergie. Puis plus, là, ça commence à être abondant. Avant, on était un petit groupe de 30 personnes. Puis plus ça allait, 50, 60, il a fallu changer de lieu. Donc, on s'est dit, OK, on est une communauté là, active dans la pratique. Si on collaborait ensemble en créant un collectif, mettant nos forces, pour que cette activité-là, ça tournait autour du jam annuel, en fait, cette activité-là devenait un travail collectif où chacun peut apporter du sien pour faire en sorte que ça devienne une activité plus communautaire, en sachant que c'est ouvert à la région montréalaise, puis c'est ouvert c'est international, en fait qu'il y a des gens qui viennent de partout, en fait. Donc, c'est ça. Fait que l'association a démarré autour du jam annuel. On a fondé l'association en 2002, en fait. OK, d'accord. Puis après ça, il y a des activités autour qui ont émergé autour de l'association de contact avec les gens qui étaient
intéressé à s'impliquer, qui était déjà dans l'enseignement ou qui avait des aptitudes à organiser des activités. D'accord. Donc, peut-être on devrait un peu parler, avant de parler du jam annuel, de le contact impro. Donc, je sais que c'est une forme qui a été créée un peu dans les années 70 à partir de Steve Paxton, puis un groupe qui s'est entouré autour de Steve. Puis, à un certain moment, ça s'est comme échappé de Steve complètement et il était heureux que ça s'échappe, ça s'en va dans le monde et ça change de forme et ça commence à évoluer, exactement. Donc, je sais il enseigne encore et il y a un groupe de personnes qui enseignent encore aux États-Unis, un peu à l'international. Mais j'aimerais savoir, pour vous deux qui pratiquent assez longtemps, c'est quoi le contact dans son pratique pour vous et peut-être quelle est la relation avec le contact, disons, historique d'origine, peut-être. Je peux parler de ce que c'est pour moi. La relation avec le contact historique, moins, mais pour moi, ça tourne autour de la relation. Dans la vie, la qualité des relations qu'on va avoir avec les individus, les animaux, les objets, c'est ce qui détermine notre présence. Dans le contact impro, c'est exactement ça. De telle sorte que pour moi, c'est comme une espèce de reflet de ce qui se passe dans la vie. Si tu t'impliques dans une relation, si tu es présent dans ta relation, si tu es vraiment là avec l'autre, tu développes cette sensibilité-là à l'autre, puis l'autre développe cette sensibilité-là à toi, puis là, c'est merveilleux. Quelqu'un de très expérimenté peut danser avec quelqu'un de très débutant puis avoir beaucoup de plaisir. Ou on peut danser deux expérimentés ensemble puis s'ennuyer à mourir parce qu'on n'est pas impliqué dans la relation. Pour moi, c'est ça le contact. C'est vraiment cultiver cette relation-là dans le plaisir de bouger avec son corps. On s'exprime beaucoup avec des mots. Là, on s'exprime avec le corps. Puis le corps, ça ment pas. Tu peux pas te cacher. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'authentique. D'accord. Donc, Stéphanie? Moi, en fait, je viens d'un milieu quand même un peu comme Nancy Starr-Smith. J'ai été gymnaste. Donc, je viens d'un milieu où la compétition, le corps est assez ordonné dans l'espace, la chorégraphie est présente. Donc, c'est sûr que quand j'ai fait la rencontre de cette forme-là, j'étais étudiante au cégep à ce moment-là. Ça m'a dit, wow, OK, enfin, je peux lâcher quelque chose que je savais pas, en fait, mais je dis, je peux lâcher, je sais pas où ça allait m'amener, tu sais. Et quand j'ai commencé la forme, c'était vraiment très kinesthésique. Hein? On apprend des roulades au sol, on apprend à prendre contact avec notre partenaire, le toucher, à prendre contact avec l'espace. Comment on s'échauffe à partir d'un rien, parce que, bon, je n'étais pas guidée, mais j'étais guidée à travers les sens, à travers le perceptif. Donc, en fait, après avoir fait une série de cours, je me suis dit, wow, je comprends pas encore qu'est-ce que c'est le contact impro. Puis c'est souvent difficile à définir parce que c'est de définir les sens, c'est très différent pour chacun de nous, en fait, l'expérience. Donc, en fait, le contact impro, c'est surtout une expérience de notre vécu, rentrer en relation avec ce qui nous habite à l'intérieur de nous, puis comment on va le communiquer de façon non verbale à l'autre. Donc, bref, j'ai vu une première performance, puis c'est un peu dans l'historique aussi, c'est quand il y a eu la première performance Magnésium, avec Steve Paxton puis d'autres collaborateurs. En fait, ça a suscité beaucoup d'intérêt et de curiosité, puis c'est un peu ce qui m'est arrivé. En fait, j'ai vu une performance après avoir exploré le contact impro. J'ai vu une première performance, puis là, j'ai comme reçu, en fait, un feeling, des sensations. J'ai été touchée par l'énergie qui se dégageait des corps en mouvement.
et non dans la forme esthétique de ce que ça pouvait avoir l'air. Et là, j'ai compris c'était quoi. Parce que mon être profond avait été touché, en fait. Et c'est ça qui m'a animée, qui m'a donné le goût d'aller plus loin, en fait. Parce que j'ai dit, OK, il y a quelque chose de beaucoup plus que ça. Là, je peux mettre des mots dessus, mais d'ordre social, affectif, philosophique. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et quand on commence, moi, quand je commence à enseigner, faire la rencontre de nouveaux qui n'arrivent pas nécessairement du monde de la danse, c'est ça que je cherche à leur enseigner, que c'est vraiment une grande philosophie de vie. Hein? Donc, quand on rentre dans ce monde-là, c'est sûr qu'il y a des étapes à passer. Hein? On doit passer par la base, comprendre les principes, maîtriser, en tout cas, avoir l'idée qu'on maîtrise quelque chose. Hein? Puis de ça, c'est ça, on persiste, puis on a envie de se rencontrer un peu plus à travers cette forme-là. On découvre cette immensité-là, cette richesse qui est là dans le contact impro, en fait. Un de mes intérêts dans le contact, c'est que pour moi, il y a au moins 2 grands niveaux. Il y a le niveau très technique, les roulades au sol, comment on rentre en contact avec l'autre, les façons dont c'est enseigné. J'ai pris des cours où on n'était pas supposé de toucher à l'autre avec la main pour comme briser l'habitude de chercher l'autre avec les mains. Donc, il y a toutes sortes de façons de... Et moi, je viens plus dans une danse contemporaine et avant ça du ballet. Donc, c'est sûr que j'avais beaucoup d'habitudes dans mon corps avant de rentrer dans cette forme-là qui est très particulière. Donc, il y a la forme, pour moi, qui est très intéressante, même esthétiquement, mais il y a aussi l'autre niveau qui est que à cause du fait qu'on est en improvisation et on est en contact profond avec l'autre, il y a tout un travail intérieur qui se fait auprès des personnes qui le pratiquent depuis longtemps pour pouvoir rentrer effectivement dans cette relation dont vous parlez, pour pouvoir être efficace dans ce moment, même juste pour pouvoir danser de façon assez fluide. Même ça, ça devient difficile et ça sollicite beaucoup d'émotions, je pense, chez les personnes qui viennent juste de débuter, des fois. Donc, j'aimerais peut-être parler juste un tout petit peu de... Si on voit une vidéo de contact impro et on voit ces 2 personnes qui sont l'un contre l'autre, qu'est-ce qu'ils font dans ce moment pour que ça soit du contact et non pas la lutte ou... Oui, donc le technique. Oui, OK. Tu voulais-tu parler ou... Je peux peut-être apporter un petit quelque chose là-dessus. Moi, la première fois que j'ai senti que je voulais faire ça, c'est quand Stéphanie et puis Catherine et Erin sont venus donner une démonstration à un endroit où je dansais. Puis j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Parce que dans leur manière de bouger, la manière dont organiquement ils faisaient ça ensemble, puis le plaisir qu'ils avaient l'air à avoir, j'ai dit, c'est ça qu'il faut que j'apprenne. Puis j'ai commencé là. De telle sorte que je pense que pour chaque individu, il y a quelque chose qui y touche personnellement. Puis tu vas voir 2 personnes danser, tu vas regarder ça, puis ça te dira pas grand-chose. Tu vas voir 2 autres, puis tu vas dire, ah oui, j'aimerais ça, essayer ça. Ouais. Puis en fait, comme Paxton, qui est une des personnes qui a démarré, initié tout ce travail d'improvisation-là, il faisait de l'aïkido. Donc, en aïkido, en art martial, il travaille beaucoup avec les forces dynamiques du mouvement qui sont tous, qu'on côtoie constamment, dont la gravité. Donc, c'est toujours un travail de jeu gravitationnel, de jeu avec le poids de l'autre, hein,
Puis le toucher est on travaille avec l'autre à travers un point de contact. Donc, le toucher est super important dans ce travail-là, hein, parce que c'est là que s'établit la relation. Le travail des fluides du corps, le travail avec la qualité du toucher. Donc, c'est pas juste comme en art martial, l'aïkido, on va travailler beaucoup avec l'énergie qui vient puis l'énergie que je donne. Hein. Donc, il y a ça aussi en contact impro, sauf que il y a des séquences qui sont pas arrêtées, hein, parce que c'est de l'improvisation. Puis en général, moi, je vois ça un peu comme un pendule. Alors, tu m'amènes dans ton monde, puis avec là où tu m'as amené, je t'amène dans le mien. Puis là où ça finit, tu m'amènes dans le tien. Donc, il n'y a rien de prédéfini. Alors, ou les danses habituelles, où c'est le gars qui drive le show, puis la fille, elle suit, puis elle apprend à suivre, lui apprend à conduire. Ça, il n'y en a pas. Puis tu sais pas quand un va prendre le lead, l'autre va prendre l'autre. Il faut que tu le sentes. Alors, essentiellement, ce que je vois, moi, quand je commence à danser avec des gens qui ont une formation en danse contemporaine, par exemple, ils sont très, très habitués de travailler tout seuls avec eux-mêmes. Alors, ils sont extrêmement indépendants. Ils n'ont pas besoin de toi pour faire n'importe quel mouvement. Ils sont tellement habiles, ils connaissent leur corps. Puis là, à un moment donné, ils apprennent à utiliser ton corps pour faire quelque chose. Puis c'est là vraiment qu'on commence à rentrer en contact. Oui. Mais il y a dans le travail des forces dynamiques du mouvement, il y a une espèce de fusion. C'est comme si notre corps se verse à travers l'autre ou à travers ces forces-là, en fait. C'est comme si on dit oui à ça, parce que quand on regarde deux danseurs d'aïkido, il y a un enracinement qui est très fort, mais c'est... ou en tai chi ou en karaté, il y a un solide qui est assez statique, alors que nous, il y a un mouvement spiral, sphérique qui est beaucoup plus fluide parce que c'est vraiment beaucoup plus fluide. On joue un peu avec le déséquilibre. Oui, mais en art martial aussi, on joue avec le déséquilibre. Mais qu'est-ce qui fait qu'on dit « Ah, OK, ça, c'est de la danse contact, puis ça, c'est un art martial, ou ça, c'est la danse contemporaine, puis ça, c'est... » Tu sais, il y a quelque chose qui ressort du contact impro, qui est peut-être de l'ordre de... On ne sait pas où ça s'en va, peut-être. Le fait de ne pas faire, mais de laisser les forces dynamiques se présenter à nous-mêmes. Donc, il y a des moments où il ne se passe rien aussi. Ce qui m'amène à parler un peu de la performance. Parce que la performance en contact impro, des fois, c'est pas nécessairement évident de représenter le contact impro en performance, parce qu'il y a des moments où c'est plate. Il ne se passe rien. Puis, comment... Parce qu'il faut que tu attendes que la présence soit suffisamment forte et démontrable aussi, tu sais, parce qu'il y a un public qui est là, qui te regarde. Et comment tu interagis avec ces moments de silence où il ne se passe rien, tu sais. Comment tu réagis ou tu interagis avec ton environnement, tu sais. Donc, c'est ça la magie, en fait. Donc, au niveau... avant qu'on parle un peu du jam annuel. Oui. C'est quoi en fait un jam? Oui. Ce qu'on met sur des toasts ce matin. Mais c'est ça que je me demande, c'est comme... Pourquoi un jam annuel? Donc, avant d'avoir un jam annuel, on devrait avoir un jam normal, disons. Donc... ça s'est évolué depuis le contact historique, je pense, et ça devient quelque chose qu'on fait maintenant pour pouvoir pratiquer. Donc, on peut peut-être parler de ça. Donc, c'est un espace de pratique orienté sur la forme définie du contact improvisation. Et c'est un espace, en fait, très ouvert, très libre, mais... Il y a quand même des paramètres sous-jacents qu'on connaît tous, puis que certains, des fois, ne connaissent pas non plus, qui arrivent là, puis
ils savent pas trop comment interagir avec cet espace d'improvisation-là. Mais c'est un espace d'écoute, un moment focusé sur soi, en fait, parce que quand tu arrives dans cet espace-là, je dirais, en général, les gens s'allongent au sol, ils commencent leur propre échauffement, et puis peu à peu, leur danse se développe parce que c'est comme un espace où tu rentres à l'intérieur de toi, tu pars de ce qui est là, ce qui est présent là. Puis peu à peu, tu ouvres sur l'espace et tu ouvres sur l'autre, donc il y a une danse qui va émerger de ça, en contact improvisation, bien sûr. Donc, c'est un espace d'écoute, de curiosité, c'est un espace d'ouverture, c'est un espace qui peut être magique aussi, parce que tu crées dans l'instant, en fait. Donc, on se rencontre avec l'intention de danser ensemble, et c'est ça, le jam. Oui. Puis il y a eu, je reviens à l'historique. Ouais. Il y a eu, à un moment donné, dans les jams de contact, il y a beaucoup de gens qui arrivaient et qui n'avaient pas nécessairement d'expérience dans l'approche. Et c'est devenu un espace d'improvisation, mais pas nécessairement de contact improvisation. Et l'aspect social est très important aussi dans notre communauté, mais ça prenait beaucoup de place. Puis, c'est devenu un peu n'importe quoi, tu sais. Et à un moment donné, on a dit, OK, il faut offrir des classes avant le jam pour que les gens soient initiés à la forme, ou tout simplement pour que les gens qui ont d'expérience ont le désir de revenir à des cours de débutants pour pouvoir se nourrir, renouveler, ou juste être présent avec les débutants puis échanger, tu sais. Donc, ça a amené d'un coup, on a comme rétabli la qualité de dire, OK, ici, on n'est pas là pour faire simplement de l'improvisation ou socialiser, on est ici pour danser, on est ici pour faire à travailler avec l'énergie du contact impro, tu sais. Donc, il y a vraiment... Nous, on fait, avec l'expérience, on fait vraiment une différence entre c'est quoi un espace d'improvisation et c'est quoi le contact improvisation. D'accord. Donc, s'il y a un espace qui est créé tous les dimanches, je pense que c'est à l'UQAM, c'est ça? Mais au département de danse. De danse, c'est l'UQAM, oui, pas dans le cours de sciences. Avant, c'était au studio 303. Oui. Ah, ça a été longtemps là. Oui. Ça serait quand même intéressant qu'on se déplace partout à l'UQAM, danser au cours des sciences, dans les humanités, partout, mais les cours de français, mais ça serait génial, peut-être une autre année. Mais donc, le jam annuel, je pense qu'il y a comme quand même une structure sur quelques jours, peut-être me décrire c'est quoi la structure et c'est quoi le but d'avoir un jam annuel avec toutes ces jams plus informels peut-être durant l'année. Je vais te laisser parler parce que moi je pourrais parler. En fait, le jam annuel, c'est un peu comme un jam du dimanche. Sauf que le jam du dimanche, c'est la gang qui est autour, qu'on se réunit. Mais ça, c'est l'événement annuel. On se ramasse à Montréal quelque chose comme 150, 160 personnes dans un plancher de danse magnifique qui est très grand. Et puis, pendant 2 jours, on danse, du matin au soir. Alors, c'est un événement qui, là, va ouvrir vers le reste du monde. Donc, il y a des gens qui viennent de partout pour venir danser. Puis comme ça fait très longtemps, il y a comme une espèce de tradition qui se crée, puis les gens ont envie de venir, puis ça crée... Il y a une excitation autour de ce jam-là qui est incroyable. De telle sorte que sont différents, mais un peu pareils un peu partout, ceux que j'ai faits, en tous les cas. Mais à Montréal, il y a comme juste la danse. La semaine d'avant, il y a une semaine de cours, et on invite un professeur qui vient soit d'ici, soit d'ailleurs, la plupart du temps d'ailleurs, pour permettre de connaître d'autres approches.
Ça permet aux gens de s'inscrire et de le faire. Mais quand ils arrivent au jam la fin de semaine, c'est de la danse, point. Alors, avec 160 personnes, il se crée une folie immense. Alors, il y a des espèces de vagues où ça devient plus tranquillement. Puis là, il y a 2-3 personnes qui commencent à niaiser dans un coin, puis à y aller vraiment de façon différente des autres. Puis là, il y a comme une espèce de vague qui rentre. Là. Puis là, les gens deviennent extrêmement excités. Puis là, hop, ça revient. Alors, il y a toute cette énergie-là des 160 personnes qui sont là, de tout niveau différent, de tout âge différent, qui participent à créer cette atmosphère-là. C'est tellement agréable que les gens ont envie de revenir d'une année à l'autre. D'accord. C'est comme ça dans le monde entier. Chacun a son jam. Donc, il y a des échanges avec la communauté de Boston, avec Burlington. Il y a des jams en campagne aussi. Toronto, Ottawa. Puis, il y a aussi, il y en a jusqu'en Inde, des jams comme ça, annuels. Il y a un gros festival à Freeburg, je ne sais pas si je le dis bien, Kiev. Okay. Donc, en Europe de l'Est, en France, puis il y en a qui voyagent beaucoup partout à travers le monde pour disons, pratiquer ou se réunir dans ces activités-là, parce que l'énergie est dense, il y a une effervescence, il y a un moment de performance, hein, parce qu'on crée tout d'un coup une performance, une fin de semaine ensemble, qui n'est pas définie. On vient pratiquer le contact impro, mais tout d'un coup, on oriente l'énergie pour réaliser une œuvre, je pourrais dire. On réalise une œuvre d'art en 2 jours. Puis il y a une espèce d'accueil. Peu importe où on va, j'ai participé à des jams un peu partout. Puis tu rentres, au bout de 10 minutes, tu connais le monde, tu es comme en famille. Comme là, je m'en vais passer l'hiver au show. Je cherchais une place où il se faisait du contact impro. Ben là, je vais aller en Thaïlande, à Chiang Mai. Il se fait du contact impro. J'ai rentré dans leur association. Puis j'ai commencé à communiquer avec eux autres. Puis là, je vais y aller. Je vais être accueilli là-bas. Je suis certain qu'il n'y aura aucun problème. Ça va bien aller. Alors, c'est comme... Quand notre jam, on accueille les gens chez nous. Les gens ne vont pas coucher à l'hôtel. On les accueille chez nous, un peu partout. Et puis, c'est convivial. Tu commences à danser avec quelqu'un, quand tu as fini ta danse, tu te prends dans ses bras, puis c'est comme si ça faisait 10 ans que tu le connaissais. On a vraiment communiqué à quelque chose de profond. Et moi, je suis rentrée dans le monde du contact impro ici à Montréal. Mais après ça, quand j'ai commencé à voyager aux États-Unis, je connaissais pas la langue. Mais tout de suite, j'ai été accueillie parce que le langage, c'est le corps, j'ai été accueillie tout de suite, tu sais. Fait qu'il y a un côté relationnel très fort, hein, qui est là, parce que c'est sûr qu'on s'adresse pas juste au corps, on s'adresse à l'esprit, à l'expérience vécue de la personne. Donc, on est là pour pratiquer le contact impro, mais on est là aussi pour être avec l'être humain. Oui. Donc ça, c'est super important. Fait que c'est pour ça qu'il y a ce climat de communauté. On en parle souvent, contact impro, c'est une grande communauté. D'accord. Donc, durant le week-end, il y a 2 jours de danse. Oui. D'accord. Donc, est-ce que il y a une structure en entrant ou c'est juste tout le monde, 160 personnes qui vont venir, qui savent un peu c'est quoi le contact, ils ont leur propre idée de qu'est-ce qu'ils vont faire et rentrent dans les danses avec les autres pendant 16 heures? Généralement, ça commence avec une espèce il y a quelqu'un qui va guider une espèce de réchauffement. D'accord. Puis souvent, dans cette forme-là, il amène les gens à travailler ensemble. Et puis quand c'est fini, les gens, ils sont déjà ensemble. D'accord. Alors, ils ont déjà commencé à bouger, ils ont déjà commencé à s'apprivoiser, puis là, ça continue. D'accord. Puis il y a beaucoup cette idée, on travaille là-dessus parce que on évolue tout le temps, mais comment faire en sorte de créer un contenant, si on peut dire, une cellule où les gens qui arrivent, peu importe d'où arrivent ou où ils sont dans leur tête ou dans leur émotion en ce moment,
ou les gens qui ont peu d'expérience, comment favoriser une espèce de contenant, de cellule où les gens vont se sentir en confiance, hein? Puis un climat sécuritaire pour favoriser, pour honorer la danse de chacun dans une fin de semaine comme ça, parce que tu vis beaucoup d'émotions. Donc, il faut créer, on cherche à créer ce climat-là, à initier une intention précise, comme le jam annuel. L'intention en ce moment, c'est l'espace entre. Donc, les facilitateurs qui vont maintenir maintenant cette énergie-là durant 2 jours vont faciliter à travers cette thématique-là. Ils vont orienter des valeurs importantes pour créer ce climat de confiance, puis savoir les gens, quand ils sont instables dans ces 2 jours-là, où ils vont pouvoir se déposer, tu sais. Puis donc, les gens sont orientés, puis c'est ça. À travers cette liberté-là, il y a quand même une structure qui est là de support pour justement, comme je dis, maintenir ce climat confortable. Puis après le souper, généralement, il y a une performance d'à peu près 1 heure ou 2 où les gens s'inscrivent, font 5-10 minutes où il y a une performance, ils font quoi? Ils dansent d'une certaine manière, sous un certain rythme, peu importe. Et puis, après ça, le soir, il y a une danse, mais il y a de la musique, là. C'est que toute la journée, il n'y a pas de musique. Les gens dansent sans musique. Mais là, il va y avoir de la musique. Donc, ça amène comme un 3e partenaire dans ta danse, là. Et là, la danse, tu vois que la danse est différente. Les gens ne dansent pas de la même façon. Jusqu'à vers 11h, minuit le soir, où là, ça se termine. Ça recommence le lendemain matin. Cette année, on invite un musicien, Stephen Katz, qui est ce violoncelliste, qui est reconnu, en tout cas, aux États-Unis. Puis dans la communauté il y a des échanges quand même là, avec la communauté de Boston. Donc, on l'invite cette année pour la soirée dansante. D'accord. Mais c'est pas une musique qui est imposante, c'est une musique qui supporte vraiment le contact impro, parce que sinon, ça va devenir un boogie dance, donc c'est autre chose, ça pourrait se faire, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on a choisi cette année. D'accord. Est-ce que lui aussi est en impro, plus que dans des compositions? Et il fait un peu de tout. OK, d'accord. Mais il va réagir à la danse. Il voit comment la danse s'installe, puis il va réagir d'une certaine façon pour supporter ça. Fait qu'il y a une espèce de communication qui se fait entre les musiciens et les danseurs. D'accord. Puis c'est important ce que tu as dit, le contact impro, c'est sans musique, hein. Puis on n'a pas de costume non plus, tu sais, c'est vraiment brut. On travaille vraiment avec les forces dynamiques, puis c'est tout. Puis c'est tout et c'est déjà beaucoup. Oui. Oui, absolument. Parce que, en fait, juste pour dire que quand on n'a pas de musique, ce qui ressort, c'est que tout d'un coup, on voit la musicalité des corps en mouvement. Puis ça, c'est magnifique à entendre, à voir et à ressentir. Donc, l'instructeur invité cette année, c'est qui et où est-ce qu'il va enseigner? Alors, c'est Yves Cando, qui vient de la France, en fait, mais maintenant habite dans l'ouest du Canada. Et il travaille avec une approche somatique qui est la méthode Alexander. Donc, ça vient supporter son enseignement de contact improvisation. Il y a une approche un peu plus scientifique du mouvement. Puis, il parle français, il parle anglais aussi. Donc, il va venir enseigner à un studio, une location à Montréal qu'on a fait. Et toute l'information est sur le site web de l'association, donc contactimpro.org. D'accord. Ouais. Donc il va enseigner du mardi au vendredi, tous les soirs. D'accord. Et donc, le jam, ça se fait samedi, dimanche. Oui, ouais. Donc du vendredi 10 au vendredi 14. Non, du 13. Et 14 et 15 novembre, c'est le jam annuel. D'accord. Avec le jam annuel va avoir lieu à l'espace chorégraphique Circuit S qui nous loue l'endroit. D'accord. Un des plus beaux studios à Montréal. C'est vrai, c'est énorme, c'est super beau. Ouais.
Donc, j'aimerais un peu parler peut-être de l'enseignement et comment, disons, pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça ou qui a fait une petite expérience là-dedans, qui rentre dans un cours le dimanche matin, disons, qu'est-ce que on voit dans un cours avant le jam? Donc, quelle sorte de choses est-ce qu'on fait? Parce que c'est sûr que dans un cours de danse contemporaine technique, il y a plutôt un petit échauffement, détendu, blablabla. Donc, c'est quoi les os sur lesquels se dépose le cours? OK. Ça dépend. Des fois, ça dépend c'est quoi l'énergie des personnes qui arrivent. Des fois, on va avoir le désir de faire un cercle, de se rassembler ensemble, juste de parler un peu, tu sais, juste de parler de soi, travailler le c'est moi qui a besoin d'arriver, là, tu sais. Pour certaines personnes, c'est ça qu'on doit faire. Moi, je parle de moi, bien sûr, de mon regard à moi. Puis des fois, c'est simplement, OK, dans la tradition, là, souvent, c'est on s'allonge au sol, sentir ses points d'appui, sa relation avec le plancher, shaker son corps, se mettre en relation avec des espaces plus subtils en nous. Donc, tout l'échauffement va être orienté sur l'espace en soi, tu sais, arriver à l'intérieur de soi. Puis, peu à peu, on rentre dans la dimension plus ce qu'on appelle la kinésphère, donc tout l'espace autour de soi. Donc, comment je développe ma relation avec le sol, en glissade, comment je perçois mon poids à petit niveau, hein, les petites chutes subtiles du poids de mon corps par rapport au sol. Comment ça bouge dans l'espace, comment je peux relâcher ce poids ou devenir un petit peu plus tonique. Donc, on travaille dans une sphère premier niveau, qui est le sol, puis peu à peu, on travaille la spirale, à laisser cette énergie-là monter de par elle-même. C'est comme si on sent cette antigravité nous aspirer vers le haut. Fait qu'il y a une guidance qui est faite autour de l'échauffement, de la kinésphère. Puis après ça, ben, on peut commencer à créer ces interactions-là avec le jeu du poids, apprendre comment recevoir du poids, donner du poids, comment je verse mon poids, bon, il y a toutes sortes de notions, comment je partage mon centre à l'autre dans une situation d'équilibre et de déséquilibre. Puis c'est ça, quand ça c'est bien installé, ben, on peut commencer à faire, à travailler l'espace plus aérien, en fait, si ça c'est bien installé, comment propulser mon poids vers l'autre. On peut aller jusque-là. Mais en général, moi je préfère démarrer l'énergie au sol, puis la laisser lever de par elle-même que d'aller tout de suite dans ce qui est aérien ou les chutes, parce que bon, on travaille la chute aussi, donc apprendre à tomber, apprendre à recevoir le poids dans la chute aussi. Travailler avec le point de contact, le toucher, le contrepoids, le contrepoids, ouais. Donc tout est orienté au niveau des sens, des perceptions de soi et de l'autre, perception de l'espace. En contemporain aussi, vous le faites, mais il y a toute la notion de rapport à l'autre qu'on installe à travers le jeu du poids. D'accord. Donc, il y a aussi une structure qui s'appelle The Underscore, qui a été créée par Nancy Stark Smith. Ouais. Donc, je sais que c'est toi qui l'enseignes. En fait, là, on a créé un collectif ici à Montréal. Puis, on est plusieurs, en fait, à transmettre, à honorer le travail de Nancy Stark Smith. Hein. C'est vraiment son travail, son analyse qu'elle a définie sous forme de hiéroglyphes pour créer... en fait, elle s'est intéressée au jam, puis elle dit, bon, qu'est-ce qui se passe dans un jam? Puis
quelles sont les étapes, grosso modo, qu'on traverse. Elle a vu qu'il y avait une espèce de pattern qui était là. Elle a décidé de créer une sous-partition d'improvisation qui peut être bon pour le contact impro, mais pour tout autre danseur ou musicien qui pourrait être utilisé parce que c'est une forme très simple, en fait. Donc, en fait, avec ce groupe à Montréal, on transmet l'enseignement tel qu'on l'a reçu nous-mêmes. On prend des papiers, puis on dessine les hiéroglyphes, puis les schémas, tu sais. Donc, ça permet, en fait, quand on pratique l'underscore, de comprendre un peu plus c'est quoi cet espace libre d'un jam. C'est quoi cette structure-là? C'est pas une structure qui est rigide où tu dois suivre toutes les étapes, mais ça donne un cadre. Puis il y a beaucoup de gens qui, quand ils débutent, en fait, sont bien heureux d'avoir ce cadre-là parce qu'ils disent « Ah, OK, ça me donne des repères, tu sais, pour l'expérience libre, en fait. » Puis même, en fait, ceux qui pratiquent, comme moi, je pratique depuis longtemps, mais j'adore l'underscore parce que c'est un espace, tout d'un coup, qui est focusé. On arrive là au début, on fait un cercle d'ouverture, un cercle d'intention, on danse pendant 3 à 4 heures, ça pourrait aller jusqu'à 4 heures, puis on termine ensemble. Donc, l'espace est vraiment tenu du début à la fin. Alors qu'un jam du dimanche, qui est d'autres choses, mais les gens arrivent à des moments très différents dans l'espace, fait que c'est autre chose. D'accord. Donc, voilà. Donc, est-ce que, Daniel, tu as vécu l'expérience de The Underscore? Oui. Oui. La manière dont moi j'ai lu ça, c'est que chacun de nous, on fait ça intuitivement. Là, on fait tout ça ensemble. Fait que ça a quelque chose de rassurant. Puis ça a quelque chose d'intéressant aussi parce que ça nous amène tout le monde à peu près dans la même séquence. Puis là, on sait où l'autre est. Puis ça nous permet de rentrer en relation d'une manière plus harmonieuse. D'accord. Puis là, quand on le fait de cette façon-là, quand on arrive au moment donné où vraiment c'est la libre, où là vraiment on danse un peu comme on danserait dans un jam, ben il y a comme un esprit de groupe qui s'est créé. Puis c'est plus convivial, je trouve. D'accord. Donc, et y a-t-il d'autres activités de l'association dont tu aimerais parler? Je voulais des choses, les classes du dimanche matin. Le jam, les classes de maths sont ouvertes à tous. Le jam annuel international, l'underscore, c'est nouveau. Puis je dirais aussi que, en fait, on a dans les classes du dimanche, dans les dernières années, comme il y avait de plus en plus d'enfants présents, les enfants sont arrivés, ben là, on a créé des classes par enfant pour justement nous permettre de travailler avec eux, hein? C'est nos nouveaux petits professeurs, c'est la nouvelle génération qui arrive. Donc, comment travailler avec eux dans l'espace, puis qu'eux aussi comprennent que s'ils viennent à la danse, au jam, ben ils vont pas courir partout dans l'espace, tu sais, ils sont là aussi pour apprendre cette forme de danse-là s'ils le veulent. Donc, qu'ils saisissent que quand ils sont dans l'espace, ben ils peuvent danser avec nous. Puis s'ils ont envie de retourner faire leurs petites affaires, ils peuvent, mais qu'ils comprennent que c'est un espace qui est focusé pour la danse. Fait qu'on a installé les classes par enfants, puis c'est super, justement, pour transmettre, qu'on apprenne ensemble à évoluer. Est-ce que je comprends bien, c'est une classe par enfant? Parents-enfants. Parents-enfants. Ouais. Je me demandais, c'est les enfants qui donnent le cours. Parents-enfants. Oui, à quelque part, c'est les enfants qui donnent le cours. On apprend beaucoup d'eux. Parce que là, quand tu arrives dans l'enseignement avec eux, tu te dis, bon, on va faire ça, ça marche pas. Donc, il faut vraiment travailler de façon encore plus intuitive avec eux. Puis, et c'est comme il y a une petite guidance sous-jacente, puis il faut catcher ça, tu sais, en tant que, je pense, professeur, là, catcher ça, puis laisser cette vibration-là monter, puis ça marche tout d'un coup par magie. On n'a presque rien à dire, tu sais, puis les exercices se dévoilent par eux-mêmes parce que, tu sais, si tu travailles avec leur énergie, ben on devrait tous faire ça de toute façon, comme professeurs, entre nous, entre adultes, travailler avec ce qui est là. C'est sûr que ça prend de l'expérience aussi, là, mais travailler avec ce qui est là pour chacun de nous et non arriver avec tout un concept bien préparé d'avance.
souvent, ça sert à rien de se préparer comme ça. Mais j'imagine que c'est très riche aussi pour les gens qui dansent depuis longtemps, d'amener leurs enfants pour pouvoir introduire cette approche ou bien pour pouvoir rentrer dans une relation différente avec leurs enfants aussi. Ben, il y a 2 semaines, il y a une fille qui est de Vancouver qui est venue. Elle avait sa petite fille de peu près 2 ans. Puis ça, elle me prenait par la main, puis elle me disait ce qu'elle voulait faire. Et puis après ça, c'était encore, puis encore. Fait que là, ils disent ce qu'ils veulent, les enfants. Oui. Puis ça crée vraiment une ambiance différente quand ils sont là. Oui. Puis aussi, c'est que c'est un petit poids. Donc, tu sais, pratico-pratique, c'est vraiment intéressant de travailler avec des petits poids. Puis là, tu développes aussi une habileté à être beaucoup plus à l'écoute. T'as pas le choix parce que tu veux pas que l'enfant se fasse mal. Et on sort du concept de, tu sais, comme en danse, faut prendre l'autre pour le lever. Alors qu'en contact impro, on travaille avec la force dynamique, tu sais, de l'élan, du momentum. Et là, ben, avec l'enfant, c'est la même chose qu'on est en train de faire ensemble. Donc, on n'est pas en train de le lever, puis on sort de, tu sais, tout d'un coup, on est un travail d'égal à égal, tu vois. Puis ça, c'est intéressant, vraiment enrichissant. Oui, parce que je pense que comme enfant, on a tendance à être mis par ici, par là, par des adultes. On est amené, on s'assoit, on se lève et on est donné comme nos corps, les corps d'enfants sont un peu pas complètement, ça appartient pas socialement complètement à l'enfant. Et Ou je vais faire quelque chose pour te rendre heureux. C'est-à-dire, je vais faire le clown pour toi, tu sais. Non, c'est comme là, on va comme mettre ça de côté. C'est le fun, là, des fois. On va juste mettre ça de côté, puis on va dire, OK, on va juste être ensemble, comme si tu étais un partenaire de danse pour moi, tu sais. oui. Puis, tout d'un coup, je trouve que c'est très enrichissant, pour moi comme parent, puis pour les autres aussi, d'aller dans cette étape-là. Parce qu'il y a vraiment une véritable relation qui existe, je crois. Quelque chose de vrai qui s'installe. Oui. Donc, dans le jam annuel, je reviens à ça parce que les enfants sont bienvenus aussi. D'accord. Mais en sachant qu'on travaille dans une écoute véritable, tu sais, une relation véritable. On est tous là ensemble pour danser. D'accord. Donc, les jams internationaux, il y en a plusieurs. Et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres places pour y venir ici à Montréal, puis il y a des gens qui se déplacent jusqu'aux États-Unis, puis à l'international. Est-ce qu'il y a comme une façon de danser, le contact qui est québécois, qu'on amène dans une autre place? Ou est-ce que... Parce que moi, quand j'ai dansé un peu en Argentine, je voyais que à cause de leur culture, qui est différente au niveau du toucher, niveau... c'est différent, ils rentrent dans des relations physiques de façon différente. Donc, est-ce qu'il y a des différences qu'on voit et quelle est la richesse de partager les différences? J'imagine que c'est très riche. Oui. Je dirais que c'est sûr que ceux qui ont reçu l'enseignement avec les professeurs à Montréal sont teintés un peu de leur modèle. Tu sais, je me souviens d'une époque quand Louis Guillemette enseignait le contact improvisation, il y avait beaucoup le doigt qui ressortait dans la gestuelle, le doigt pointé dans l'espace. Puis, quand tu voyais ces élèves, après ça, il y avait tu voyais, OK, cette personne-là a étudié avec Louis Guillemette. Mais je me souviens d'avoir entendu Nancy Starr-Smith dire moi, je vois très bien, connaissant les profs un peu partout à travers le monde, elle dit, je sais que eux autres, ils ont étudié avec Andrew Howard, par exemple, ou, tu sais, il y a des marques qui se laissent. Il y a ça. Puis, quand je suis allé à Toronto, moi je ne le réalise pas, là. Mais quand je suis allé à Toronto, il y a des gens qui m'ont dit que les gens de Montréal sont plus acrobatiques. C'est Donc, intéressant. ils vont faire des choses plus risquées ou des portées qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de faire.
Mais ça, j'ai eu cette remarque-là une fois à Toronto, mais je ne sais pas si... Mais il y a aussi Sylvia Berlin qui a beaucoup enseigné dans le passé, là, dans les années 80, en contact impro. Et elle vient d'Allemagne. Puis quand elle est arrivée ici dans la communauté, elle disait moi, je suis pas capable de rentrer dans les duos. Elle trouvait on dansait beaucoup en duo. Puis elle disait là-bas qu'il y avait plus de trios. Fait que le trio génère la multiplication, alors que le duo, tu peux facilement rester dans un cocon fermé. Donc, il y avait une espèce de différence, mais je pense que c'est des courants, tu sais. Il y a puis dans l'année, il y a des courants, tu sais, comme en ce moment, je trouve que moi qui habite en campagne maintenant, tu sais, je suis comme plus influencée par l'automne ou, tu sais, les saisons. En tout cas, je me rends compte que, bon, j'entre dans une phase d'introspection, je prépare mon hibernation, un peu comme l'ours, puis que le contact, oui, avec l'autre, mais, tu sais, j'ai envie de travailler dans un mouvement qui est beaucoup plus sensible, des mouvements qui sont plus petits, plus proches du sol. Je suis moins dans l'acrobatie en ce moment. Puis l'interaction avec l'autre, je me sens plus vulnérable, tu sais. Fait que je vais danser autrement. D'accord. En ce moment. Il y a des changements par saison. Puis j'imagine que ça a un impact avec des gens qui sont du Brésil, qui sont dans Oye Oye, la chaleur tout le temps. C'est sûr qu'au plan émotif, ça change, donc ça change ta danse. Ils sont différents, ça c'est certain. T'sais. Mais il y a des moods, je dirais, dans lesquels nous sommes par saison. Puis, il doit y avoir des patterns, ça c'est certain. Si on danse toujours avec les mêmes personnes, il y a quelque chose qui s'installe. Puis des fois, ça prend quelqu'un de l'extérieur. Je me souviens que Phil, qui arrivait des États-Unis, qui a été plus longtemps ici au Canada, a amené toute cette énergie d'interaction entre les autres dans l'espace, dans les jams. Puis ça a comme on a été influencés par ça, puis là, tout d'un coup, les gens, il y a des trios qui se formaient, des quatuors, puis ça a comme créé... Hein? Tu dirais la même chose, Daniel? Oui. Ça a créé ça a créé des influences. Fait que c'est le fun, justement, quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui s'imposent avec leur style, ça déconstruit peut-être une entité qui se voit pas évoluer, puis... Mais c'est ça. Des fois, c'est nécessaire que... Mais là, je m'ennuie un peu de lui parce que cette façon de danser-là, faut que tu puisses donner le retour. Puis, faut le savoir. Fait que quand il était là, lui, il stimulait ça. Il a donné quelques cours, puis... Mais là, depuis qu'il est parti, ben là, il y a ça. On danse moins de cette façon-là parce qu'il y a moins de gens qui connaissent cette façon-là de danser. D'accord. Je trouve ça super intéressant qu'il y a il y a comme une danse qui se forme entre les individus et la communauté aussi, que la forme est influencée par les gens qui pratiquent la forme, puis les gens sont influencés par la forme, donc et ça porte leur forme ailleurs, qui change la forme, qui revient. C'est intéressant de voir comment la forme se reflète à plusieurs niveaux. Que c'est vraiment toute une philosophie qui est assez profonde, assez large, que ça rentre dans tous les aspects de la danse. Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir dans l'année qui s'en vient, 2016, pour pouvoir enseigner ici à Montréal? Je sais qu'il y a toujours je pense que c'est entre Noël puis le 1er janvier, je pense que Andrew Harwood, lui, il enseigne. Oui, ben en fait, on a une dizaine de professeurs ici à Montréal qui enseignent. D'accord. Donc, à chaque mois, il y a un nouveau professeur qui prend un mois, plus ou moins un mois dans l'année pour transmettre son enseignement. D'accord. Et ça se passe à Montréal, puis ça se passe, il y a une petite communauté à Québec. Je sais qu'il y a une fille de la communauté de Montréal qui est partie à Rimouski, qui enseigne là. Moi, je suis rendue dans le canton de l'Est, fait que j'ai démarré là. Quelque chose. Donc, tu sais, c'est quand même, il y a Montréal, mais bon, il y a les régions aussi qui sont de plus en plus engagées
la D'accord. forme. Donc, c'est ça. Puis il y a l'arrivée de nouveaux professeurs aussi, des gens. C'est comme il n'y a pas de marque déposée du contact impro. Puis Nancy, puis ils se sont posé la question, tu sais, à un moment donné, quand les gens ont commencé à instaurer les jams, puis la forme a comme starté, si on peut dire, là. Ils se sont posé la question, est-ce qu'on fait une marque déposée du contact impro, puis ils ont décidé de pas faire ça, puis ils trouvent ça très bien, en fait, parce que on aurait perdu peut-être cette saveur de recherche et de fluidité ou des petites initiatives qui arrivent, qui émergent d'un et de chacun, qui fait que ça reste une approche très libre, très ouverte, très humaine. Et donc, ça fait place, je pense, aujourd'hui, à des petites initiatives qui arrivent, des espaces de recherche qui se créent, des nouveaux professeurs qui enseignent ce qu'ils peuvent enseigner, tu sais. Puis, ça crée une communauté qui est plus grande, peut-être plus vivante, tu sais, à cause de ça. Et à mesure qu'on danse avec d'autres personnes, qu'on va dans d'autres endroits, qu'on rencontre d'autres personnes, on fait comme ouvrir notre vocabulaire. De telle sorte qu'à un certain moment donné, quand on danse avec une personne, on danse de cette façon-là. Avec une autre personne, on danse d'une autre façon. Puis avec la même personne, si on danse une autre fois, ça ne sera pas de la même façon parce qu'on n'est pas dans la même atmosphère. On se sent personnellement différent. Puis là, on s'ajuste. C'est ce que je trouve vraiment intéressant. S'il y avait des choses vraiment très, très, très formelles, ça serait moins le fun. Là, il y a des techniques de base, la spirale, puis comment porter, puis où placer son centre de gravité. Puis on s'organise pour ne pas se blesser dans ces affaires-là. Fait que si je danse avec quelqu'un qui fait des choses que je trouve risquées, je vais arrêter, puis je vais lui dire, ben ça, puis si tu fais ça de même, c'est dangereux qu'on se blesse. Peut-être que tu pourrais le faire autrement. Puis on continue la danse. Parce qu'on s'enseigne les uns les autres là-dedans aussi. Alors, le fait que ça soit très ouvert, moi, je trouve que c'est un gros, gros avantage. Oui, moi j'ai trouvé ça très intéressant dans mes recherches sur Steve Paxton lui-même. Je le trouve super intéressant comme personne. Et je trouvais ça très intéressant qu'il a aucun intérêt de prendre dans ses mains cette forme-là et de la mener dans une direction particulière. Et j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus libre comme personne, comme fondateur, disons, parce que ça ne lui appartient pas. Ça appartient à la communauté qui le pratique. Donc, lui... Parce que c'est fondé sur le rapport à l'autre. Donc, tu sais, quand on dit, bon, c'est le membre fondateur, non, parce que le contact impro, ça se fait avec une autre personne ou un groupe de personnes, tu sais. Fait que, tu sais, on sent vraiment qu'il a initié un mouvement qui était très fort à cette époque-là, mais il faut remettre ça dans le contexte aussi, là. C'était un moment assez particulier, tu sais. Il voulait sortir de ce courant-là où tout est rangé, où tous les mouvements sont répétés. Puis c'est une époque où il y a toutes sortes d'approches somatiques qui ont émergé dans ces années-là, hein, très fortes. Hein. Donc, le contact impro fait partie de ce courant-là, tu sais. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres sujets reliés à ce jam annuel ou les classes de maître ou les classes de dimanche dont moi, un unknown que je connais pas du tout, qu'on devrait parler avant de finir? Toi, peut-être l'espèce de vague. Je ne sais pas si c'est dans les autres danses, ça se passe comme ça, mais moi, la perception que j'en ai depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a des espèces de momentum où là, il y a moins de pratiquants, là, il y a plus de pratiquants, où là, il y a plus de performances, des gens qui vont donner un petit spectacle, d'autres moins. Comme là, on était en austérité, si on veut, parce que les budgets rentraient moins, ça fait que là, c'est plus difficile de monter des shows, puis de louer des salles, puis de les préparer. Alors, il y en a, depuis quelques années, il y en a un peu moins, puis
la spontanéité d'une gang de danseurs qui se mettent ensemble et disent « OK, on fait un show ». Ben ça va aussi avec... Il y a une partie, je crois, ma perception, c'est ça, que à l'intérieur de la progression des gens, quand on est débutant, on ne pense pas à ça. Quand on est très expert, moins non plus, on est souvent ailleurs. Mais quand on est entre les deux, on a vraiment ce goût-là de montrer ce qu'on fait puis d'apprendre en faisant ça. Alors là, il se crée des affaires spontanées. Fait que depuis une couple d'années, on en voit moins. Mais il y a comme des vagues, là. On peut penser que si les sourds reviennent, on va revoir ces choses-là. D'accord. Puis la communauté évolue, puis elle évolue de façon, je trouve, normale. C'est pas forcé. Si les gens viennent, on va être là. S'il y a quelque chose qui se crée, ça va être là. On est une espèce de chaudron où venez si vous voulez, si vous voulez pas, venez pas. Mais si vous venez, on va vous accueillir dans notre chaudron. Puis là, vous allez pouvoir, dans ce chaudron-là, faire la soupe que vous avez envie de faire. D'accord. Puis on va en prendre de toutes sortes, des débutants, des petits, des gros, des moyens, des jeunes, des vieux, n'importe qui. Puis là, on commence, puis on joue avec ça. C'est cette liberté-là qui me plaît. C'est cette ouverture-là. Oui, puis ce qu'il y a de particulier, je trouve, avec cette... autre que, bon, on parle, il y a la pratique du contact impro, mais on parle beaucoup aussi de la communauté, là, c'est que c'est multigénérationnel, tu sais. Il y en a, ça fait plus de 30 ans qui dansent, sont encore là, tu sais. Ils ont 60, 70, je sais pas si... Ben, il y en a pas, ben, à 80 ailleurs, là, mais peut-être à Montréal, pas encore, là, mais... Puis il y a la relève aussi des jeunes, des nouveaux, des petits bébés qui sont dans... Tu sais, c'est vraiment multigénérationnel. Fait que tout le monde a quelque chose à transmettre à l'autre. Débutant, il n'y a pas de cette hiérarchie, tu sais. Vraiment, il y en a qui aiment ça dire « Ah, toi, t'es avancé, toi, t'es débutant. » Non, c'est vraiment... On est ensemble, débutants, ayant une certaine expérience, c'est sûr, de la forme, mais on est là pour se rencontrer et puis pratiquer cette forme-là. Puis ça, c'est ça qui est quand même fort intéressant, tu sais. C'est sûr qu'il y a une espèce de... On pourrait dire que dans la communauté, il y a des rôles, tu sais. Bon, il y a des enseignants, t'as peut-être des performeurs parfois qui sont là, puis t'as les pratiquants, tu sais, qui viennent de différents horizons, pas nécessairement juste du monde de la danse. Puis t'as des voyageurs, tu sais, voyageurs pratiquants, mettons, qui eux autres se promènent tout le temps. Ils se promènent d'une communauté à l'autre, tu sais. Puis dans les pratiquants, t'as des assidus qui sont là tout le temps, tu sais. Tout le temps. Puis t'as des organisateurs, mettons, aussi là-dedans. En plus, c'est la batch qui aime organiser des activités pour soutenir pour que cette activité-là puisse avoir lieu tout le temps à travers les années. Puis ça, c'est important, tu sais. Oui. Ouais. Mais merci beaucoup. Voilà. Hein? Super intéressant. Ouais. Je vous souhaite une excellente jam annuelle. J'espère que ça va très bien se produire. Et on va peut-être se revoir. Donc, mais merci à toi d'avoir ouvert cet espace-temps pour accueillir le contact impro parce que, bon, des fois, on est mis à l'oubli. Dans le monde des danseurs, en fait, tu sais, c'est comme, bon, il y a les danseurs de contact impro puis il y a les danseurs contemporains. Donc, c'est le fun de voir que, bon, il y a, au niveau de la danse plus officielle, catégorisée, il y a une attirance aussi, une ouverture, qu'on puisse rentrer puis faire partie de la gang aussi, parce que c'est une forme tellement importante. Absolument, hein? tellement... encore actuelle, très actuelle aujourd'hui. Absolument. Ouais. On se reverra peut-être sur un plancher de danse. Oui, c'est ça. Mais merci beaucoup. The Dirty Feet podcast is produced and hosted by
produit et animé par Allison Burns. J.D. Papillon. et Stéphanie Morin-Robert. We have Mainline Theatre, Montreal Improv Theatre, and Paula Flalo to thank. Merci pour le soutien. Vous pouvez visiter notre site web, écouter les derniers épisodes, lire notre blog, nous aimer sur Facebook et nous suivre sur Twitter. You can visit our website, listen to past episodes, read our blog, like us on Facebook, and follow us on Twitter. Show us some love and help us spread the word. Montrez-nous un peu d'amour et aidez-nous à passer le mot.